Bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour inaugurer cette 32e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, avec ce matin donc une table ronde consacrée à Saint-Nivelle. On sait que Saint-Nivelle a été un formidable éveilleur de conscience. Ces aquarelles sont toujours des invitations à s'émerveiller de la beauté simple du monde, des paysages et des beaux oiseaux des beaux oiseaux sauvages. Il a été un précurseur, le précurseur de ce que l'on pourrait appeler une écologie poétique qui défend le patrimoine et dénonce les souillures faites à la montagne. Et son œuvre aux couleurs pastel offre à la nature un spectacle vraiment merveilleux. Et les créateurs d'aujourd'hui n'ont pas fini de s'inspirer de son exemple. Il y a 31 ans et 32 ans, il était le président d'honneur de ce salon du livre de montagne. Et Joëlle Chapas nous dira tout à l'heure comment elle avait pu le contacter et quel était le retour qu'il avait fait à cette invitation. Mais pour mieux nous pénétrer de son œuvre, de l'œuvre de cet auteur au talent multiple, à la fois illustrateur, cinéaste, romancier et protecteur de la vie. Nous avons donc invité Joëlle Chapas, qui est la déléguée générale du salon, créatrice du salon, qui a accueilli il y a 31 ans, Corinne Labasse, qui est auteure, illustratrice, et qui signe cette année aux éditions des Passionnés du bouquin, je crois, un ouvrage intitulé La montagne de A à Z, du Mont Blanc, le Mont Blanc de A à Z, pardon. Nous avons bien sûr les amis de Saint-Nivelle, Claude Fruchier et puis Pierre Hollande, qui nous parleront de l'artiste dans son intimité. Et puis nous avons deux illustrateurs de la nouvelle génération. Michel Saint-Illan, qui est peut-être non pas un lointain descendant, mais qui est très inspiré, dont l'œuvre est également très, très proche de la nature, et qui est très attentif aussi aux dégradations qui peuvent être faites à la nature dans le monde moderne. Et puis Pierre-Emmanuel de Guest, qui est un illustrateur des œuvres, par exemple, de Frison Roche, qu'il a illustré, ou de Jack London. Alors lui, son œuvre est totalement différente, mais ça peut être intéressant d'avoir le regard d'un artiste de la nouvelle génération, savoir d'abord s'il connaissait Saint-Nivelle et en quoi l'œuvre de Saint-Nivelle a pu l'inspirer. Et je passe tout de suite la parole à Joëlle Chapas, qui il y a 31 ans l'a accueilli ici même, du moins à quelques kilomètres d'ici, pour présider cette première édition du Salon du livre de montagne. C'était en 1991. Et bonjour à tous, merci pour votre présence. Alors en fin de compte, je connaissais Saint-Nivelle depuis à peu près 36-37 ans, puisque je l'avais contacté dans le cadre de la réserve naturelle de Passy. J'étais présidente à cette époque de cette réserve et je voulais je cherchais un illustrateur qui nous fasse une très très belle affiche pour la réserve naturelle de Passy. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré plusieurs fois. Ensuite, je lui ai demandé s'il voulait bien faire des conférences. C'est vrai que quand on affiche Saint-Nivelle sur un programme, eh bien, on drainait quand même les foules. Et donc on s'est rencontrés plusieurs années de suite. On avait le même regard sur la nature, sur la protection de la nature, et il a été très sensible à ce que nous faisions à pleine joue au chalet d'accueil de la réserve naturelle de Passy. Et puis, bon, on se voyait régulièrement. Il travaillait pour, je crois qu'il y a Jacques Michel dans la salle. Il illustrait à l'époque toutes les cartes postales et les affiches de Mitra, et qui étaient éditées par Jacques Michel. Donc c'est vrai qu'on se rencontrait régulièrement, et je lui dis un jour, voilà, on va, avec François Garde, on va lancer l'année prochaine un salon du livre de montagne. Donc est-ce que vous accepteriez de nous faire l'affiche, la première affiche, le premier salon? Et là il me dit non, j'ai beaucoup trop de travail, mais je peux promis pas. Après, parce que sur Saint-Nivelle, vous me voyez, je lui disais, attendez, vous vous rendez compte, vous pouvez peut-être me tutoyer. Et il me dit, mais non, je ne peux pas faire cette affiche pour le premier salon, mais promis, je la ferai pour le second salon. Et je lui dis, mais ça serait bien que nous ayons 3 générations qui inaugurent ce salon. Donc Bernard Ami a accepté,
Roger Friedrich a accepté, et lui a accepté donc d'être le... Tous les trois ont accepté d'être les présidents d'honneur de ce premier salon du livre de Montagne. C'était quelqu'un qui était non seulement brillant intellectuellement, mais surtout il avait un regard sur, j'allais dire qu'il se projetait dans 50 ans pour la protection de la nature. Il avait plein de projets. Quand il est venu inaugurer le premier salon du livre, il avait fait l'affiche, je ne sais pas si vous voyez cette affiche, au vrai sommet. Il avait été donc là, il arrivait avec son original, au vrai sommet, et il avait des projets pour... il avait beaucoup de projets. Donc, ce qui nous avait aussi extrêmement marqué au premier salon, c'est que, eh bien, il y avait une file d'attente sans cesse, pour dédicacer soit ses cartes postales, soit ses livres, soit ses affiches. Voilà comment j'ai rencontré Samuel. Voilà, merci Joël. Alors vous pourrez retrouver un très beau texte de Joël dans la brochure du salon, et vous pourrez voir à l'entrée un agrandissement de l'affiche de 1991 avec quelques photos qui nous permettent de retrouver Samuel lors de ce salon. C'était un écrivain multiple, aux talents multiples. C'était un illustrateur, c'était un poète, mais c'était aussi un romancier. Et nous avons la chance d'avoir là avec nous les amis de Samuel, Pierre Hollande et puis Claude Fruchier. Je voudrais savoir quel était l'homme dans son intimité, lorsqu'on a l'impression que son œuvre est d'une douceur incroyable, alors qu'il y avait chez lui une réelle capacité d'indignation face à tous ceux qui s'appropriaient la montagne pour en faire de l'argent, par exemple. Bon, je ne suis pas un grand parleur, donc je vais laisser, je vais essayer de vous dire d'autres mots, mais je laisserai la parole à Claude Fruchier, qui saura beaucoup mieux vous parler de l'œuvre graphique de Samuel. Personnellement, je suis tombé dans Samuel vers l'âge de 15 ans, à l'occasion de mes premières vacances à la montagne, et je n'en suis pas sorti. J'aime beaucoup sa poésie, sa tendresse, et aussi son humour un peu caustique contre les pratiquants de la montagne. Samuel n'a pas été le premier à faire ce qu'on peut appeler de la bande dessinée. Il a été inspiré par Topfer, Benjamin Rabier, Hansi, mais il a développé certaines techniques comme le fondu enchaîné. Alors, le fondu enchaîné dans la bande dessinée, c'est un peu spécial, mais ça existe. Bon. Je vais vous proposer une chose, je vais vous faire passer quelques livres, si je peux me permettre, que vous me rendrez tous à la sortie. Et puis, je vais passer la parole à Claude, s'il vous plaît. Merci Pierre. Samuel, en fait, est né à Paris, dans le 16e arrondissement, donc loin de la montagne. Mais il venait passer ses vacances souvent, il a même fait sa classe de terminale à Chambéry, et il en profitait pour aller faire du ski partout autour. Il a commencé en fait par le dessin d'humour, ce qui explique son côté effectivement caustique, quoi. Les dessins d'humour de son célèbre album Sous l'œil des Choucas, par exemple, où déjà il part avec une certaine virulence, une certaine acidité de ces gens qui colonisent la montagne petit à petit. Et pourtant, c'était dans les années 30, ou dans les années 30, il n'y avait encore pas trop de monde dans les montagnes. Je pense qu'aujourd'hui, il serait assez affolé du nombre de gens qui tentent de monter au sommet du Mont Blanc. Et c'est une chose qui pose problème, bien sûr. Il a fait un célèbre dessin qui s'appelle « Les déserts à tout le monde », qui résume bien la problématique. Malheureusement, je ne crois pas qu'on l'ait ici, quoi. C'est vrai que la montagne est un endroit merveilleux et on peut imaginer que tout le monde va y aller, mais si tout le monde y va en même temps, ça devient terrible, quoi.
Sabivelle a été un grand défenseur de la nature, de la montagne. Il combattait un peu les remontées mécaniques, par exemple, parce qu'il trouvait que aller dans les montagnes, c'est se fatiguer, c'est le mériter, c'est avoir la récompense d'un effort, et que se faire monter au sommet pour redescendre en ski, c'était pas lui. Lui, il montait avec les skis sur le dos, les peaux de phoque, et il descendait. Alors il montait 3 heures, il descendait pendant un quart d'heure, quoi. Et ça, c'était pour lui la vraie récompense que donnait la montagne, quoi. Il a beaucoup travaillé pour l'avènement des parcs nationaux, notamment celui de la Vanoise, pour lequel il a fait une affiche assez jolie. Et il faisait partie de l'association des amis du parc de la Vanoise, bien sûr. Et il a fait l'affiche du parc national des Écrins, il a beaucoup œuvré pour la protection de la nature et pour la défense de la nature. Mais il faut penser, bon, évidemment, là c'est le salon des livres de montagne, mais il faut penser que Sabivelle était protéiforme et il s'occupait de beaucoup de choses, pas seulement de la montagne, il adorait la mer, et il a fait beaucoup de dessins, d'illustrations et de livres qui parlent de la mer et des marins. Il n'a pas fait que du dessin d'humour, mais il a fait aussi des livres pour enfants. Il est très célèbre pour les livres pour enfants. Moi, j'ai été élevé avec Roi l'ours, avec Goupil, Isengrin, enfin bon. Tous ces... À part ça, il a fait beaucoup d'affiches, il a fait beaucoup de cartes postales, comme on disait tout à l'heure. Après, il est passé au cinéma. Il s'est mis à faire des films avec une caméra de 16 cm, et quand même. Et il restait des heures à essayer d'attraper un épervier en train de voler ou un chamois en train de passer, quoi. Et en même temps que les films, Artaud éditait le livre qui allait avec le film, quoi. C'est comme ça qu'on a eu pas mal de films documentaires intéressants. Il a fait des films en Islande, en Égypte, enfin, il a fait des choses assez diversifiées, quoi, voilà. Après, sur l'homme, je ne peux pas en parler trop, parce que je ne l'ai pas connu, je ne l'ai connu que par son œuvre, donc je peux difficilement en parler, mais c'est vrai que, de ce que j'ai entendu, c'était quand même un être facilement colérique contre les abus qui se passent partout. Et que donc, il était assez, même vieux, il est resté jeune dans sa tête. Voilà. Il est resté jeune et c'est pour ça que son œuvre est universelle et qu'elle reste d'actualité 30 ans après son décès, puisque ça fait 30 ans qu'il est décédé. C'est pour ça que nous lui rendons hommage cette année. Et dans la façon dont il s'est élevé contre l'industrialisation de la montagne, contre la surconsommation de biens touristiques, contre l'indifférence aussi de l'ensemble de la population face à ces souillures faites à la montagne, il a inspiré en premier tous les défenseurs de la nature, et il a inspiré aussi d'autres dessinateurs des générations suivantes. Et là, pendant que nous parlons, on passe en boucle derrière nous un certain nombre de dessins, et notamment des dessins de Michel Saint-Illan, qui lui aussi s'est consacré son œuvre à défendre ce bien commun que peut être pour nous la nature. Il est avantage de quand les Sabivelle projetés. C'est dommage qu'il faut davantage de ces dessins de Sabivelle projetés, en fait. Oui. Il n'y a pas que du Sabivelle, là. Oui, il n'y a pas que ça. Oui. Là, il y a des dessins qui sont projetés par derrière, qui sont parfois des dessins de Sabivelle, mais beaucoup de dessins de Michel Saint-Illan. Comme il était enroué, il ne pouvait pas beaucoup parler, donc il a apporté une clé USB pour montrer combien ce qu'il exprime dans ses dessins, le message qu'il transmet est un message qui est très proche, qui est dans la continuité du message de Sabivelle pour la défense de l'environnement, et surtout pour la mise en évidence des excès que l'on peut constater dans la surconsommation de biens touristiques. D'accord. En fait, c'était un précurseur en écologie, en fait. Voilà. Faites attention sur les dégradations de la montagne.
Et les remèdes pour y parvenir. Il parlait surtout d'émerveillement, en fait, devant la montagne. Il y avait trois remèdes pour être émerveillé. C'était le recueillement, le silence. Et le troisième, c'est le regard. Il avait l'œil émerveillé face à la beauté simple du monde. Et ce qui est il faut aussi qu'il y ait un effort pour arriver au sommet, en fait. Voilà. Et ça, cette notion d'effort pour arriver à la félicité de l'accès au sommet, c'est le point commun de l'ensemble des livres qui sont parus cette année. Cette religion de l'effort qui est décrite par l'ensemble des auteurs qui vont être présents sur ce salon. Mais dans le cas particulier de Saint-Mivel, il n'y avait rien de sentencieux, c'était toujours très, très doux comme message. Je ne sais pas ce qu'en pense Pauline Labasse. Moi, je trouve particulièrement intéressant chez Saint-Mivel, c'est qu'on se rend compte combien le dessin d'humour est didactique. Parce que quand on voit un dessin d'humour, hop, on s'en souvient et l'idée reste. Alors il y a la beauté des dessins de Saint-Mivel, mais il y a aussi tout ce qu'il a dit à travers ses dessins. Entre autres, par exemple, quand il parle de la chenille processionnaire de Sieur, il y a 30 ans, maintenant c'est courant de voir ça. À l'époque, c'était quand même déjà précurseur d'imaginer ça. Et ça, je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans son dessin. Il y a sa qualité graphique, dont on pourra parler après, mais ses dessins en noir et blanc sont magnifiques. Il disait que c'était des dessins inanimés, à contraire des dessins animés. Et il y a des grands aplats noirs, on voit bien la puissance de la montagne. Et puis, ces tout petits personnages en bas qui sont là, qui réfléchissent, qui discutent, qui dialoguent. Les dialogues sont formidables, burlesques, drôles, on s'en souvient tous. Vraiment, c'est un auteur assez extraordinaire. Qui fait passer le lecteur du rêve à la réalité, car sous couvert de ces paysages et de ce côté un peu idéalisé de la montagne, il fait passer des messages très forts, et c'est justement pour cela que son œuvre a traversé les siècles, puisqu'on a changé de siècle. Mais Saint-Mivel n'était pas seulement un illustrateur ou un poète, ou un dessinateur, c'était aussi un romancier, et il a été à 2 doigts de remporter le prix Goncourt dans les années 50. Oui, effectivement, c'est un homme qui s'est essayé à beaucoup de choses. Notamment, il a écrit un roman dans sa vie, un seul. Il a écrit beaucoup de nouvelles, donc des recueils de nouvelles, il y en a eu plusieurs, mais il a écrit un seul roman qui s'appelle Le Fou d'Edenberg, et que je recommande bien sûr à tout le monde, qui est un roman assez merveilleux qui parle de la modification qui se passe dans un petit village quand les promoteurs se mettent dans l'idée d'en faire une station moderne, une station de ski moderne, un Miranège, comme il appelait ça. Et c'est vraiment un livre qui est sorti, je ne me souviens plus la date exacte, en 68 ou quelque chose, à peu près dans ces eaux-là. Et vraiment, quand on le lit aujourd'hui, on a la même sensation qu'à l'époque, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'endroits des Alpes qui ont été défigurés, abîmés par le développement anarchique des constructions, des remontées, des systèmes pour les taux. En même temps, bon, il faut bien faire venir les gens, quoi. Voilà. Alors, c'est une question philosophique intéressante, quoi. C'est ça. Mais supprimer tout ce qui est de l'agriculture ou du pastoralisme pour mettre du tourisme à la place, c'est peut-être pas complètement une bonne idée. Il faudrait pouvoir tout garder. Un peu dans la même lignée que Le Fou d'Edenberg, je vous conseille de lire, c'est un genre de bande dessinée, Bonhomme de neige, avec la station Miranège. C'est un peu la même histoire, d'une autre manière. Absolument. Il a fait un seul roman, il a fait aussi une seule bande dessinée, enfin 2 en fait, mais bon, une seule importante qui s'appelle Bons hommes de neige, qui a été publiée chez Didier, repris après chez Mitra. Et donc c'est une BD très intéressante qui déjà a des techniques de narration qui sont déjà très modernes pour l'époque. Voilà. C'était un admirateur de Topfer, qui est un grand dessinateur suisse. Alors on a la chance d'avoir là un illustrateur de bande dessinée.
Pierre-Emmanuel de Kest, qui a illustré, donc, qui a traduit en bande dessinée les œuvres de Frison Roche et de Jack London. Donc, la bande dessinée est un art à part entière, hein, c'est le 8e art qui maintenant est. On va se mettre dans l'autre sens. Voilà. Puisque maintenant il y a des auteurs de bande dessinée qui sont membres de l'Académie des Beaux-Arts, donc c'est vraiment un art à part entière. C'est pas mon cas encore. Bientôt, alors je pense. Et donc, mettre la neige en bande dessinée, la montagne en bande dessinée, c'est quand même une gageure. Oui, c'est particulier. Quand j'ai commencé à dessiner, je suis tombé sur 2 écueils, la mer, la montagne. C'est quand même un peu particulier. On s'engage vite dans un travail un petit peu fastidieux, long, avec beaucoup de traits. Je faisais des dessins plutôt très réalistes au départ. J'étais aux Arts Déco à Paris. Et j'avais du mal en fait à m'en sortir. J'étais pas très content de mon travail. J'étais trop dans la réalité. J'ai travaillé pour le Parc National des Écrins finalement assez rapidement. J'ai travaillé sur tous les accès au parc. C'était une grande chance pour moi. Et j'ai croisé le travail de Samy Vel qui avait travaillé lui aussi, enfin qui avait fait une affiche pour le parc. Et je me suis bien souvenu que le premier bouquin, les premiers livres que j'avais quand j'étais enfant, c'était des livres de Samy Vel, Gargantua, le roman de Renard, et que j'ai grandi un petit peu avec cet illustrateur. Je l'avais oublié, à vrai dire. Et en regardant son travail de façon un peu plus précise, ce qui m'intéresse, c'est le travail d'épure qu'il arrive à faire. Il a un dessin qui est très, très doux, très délicat. Il y a quelques moments où, justement, il arrive à l'essentiel et c'est très complexe, en fait. Moi, je pense que j'avais un bagage technique qui était vraiment assez important et qui m'encombrait totalement. C'est un bon exemple pour moi, en fait, je vais me repencher sur son travail, vraiment. Là, ces temps-ci, je suis plutôt dans le milieu maritime, autour de projets. Et puis, je suis dans le Grand Nord avec Jack London, encore, pour l'année prochaine. Je vais regarder, je vais essayer d'intégrer, en fait, une partie de son travail. Il y a des grands peintres romantiques aussi qui m'inspirent. Mais je lis un peu quelques dessins. Derrière, je voyais cette montagne marron, enfin, ces blocs rocheux, qui sont d'une simplicité et d'une sérénité plutôt rare. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans son travail. Il y a pas mal de peintres qui se sont tournés vers ce type d'épure, de peintres, de dessinateurs. Enfin, je pense aux peintres, en fait, qui se sont tournés vers la peinture japonaise il y a quelques temps, il y a plus d'un siècle. Mais j'ai un peu ce regard. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire sur Samy Vel. J'en parle pas forcément très bien, mais ça va rester en moi quand même. Ce petit. Je suis content de m'être penché de nouveau sur son travail, vraiment. Merci pour ce témoignage qui montre que vraiment cette œuvre perdure à travers les générations et que cette œuvre est intergénérationnelle. Hein. Et puis je voudrais remercier vraiment nos amis illustrateurs, parce que tout à l'heure, à la fin de la table ronde, ils vont rejoindre leur stand pour rencontrer les enfants du FJEP qui se trouvent là tout à côté de nous et qui pourront justement s'initier et se familiariser avec les œuvres à travers la bande dessinée pour justement s'enrichir et voir en quoi la lecture peut être un moment de bonheur pour eux. Donc voilà, je les remercie par anticipation de ce qu'ils feront tout à l'heure. Et Corinne Labasse, là encore, Samy Vel, c'est un repère pour un auteur. C'est un repère pour un auteur et pour les peintres. On peut dire que Samy Vel a fait partie de la Société des peintres de montagne, qui avait été créée en 1898 par le Club alpin. Et Samy Vel a été un des sociétaires de 1928 à 1992, quand il est décédé, malheureusement. Et donc, les peintres de montagne continuent à s'inspirer de nature. Il y a beaucoup d'aquarellistes. Et les techniques d'aquarelle de Samy Vel sont assez extraordinaires, ce que disait tout à l'heure monsieur. Effectivement, on est tous très admiratifs, parce que ça paraît très simple, et en même temps, tout est dit. Il y a le velouté, de la couleur, des nuances très, très sobres. Le dessin est parfait. Il y a des grands aplats blancs. Tout ça, ça donne une image très poétique.
et qui reste, qui s'imprègne après. C'est vraiment une très belle œuvre graphique, je trouve. C'est vraiment un grand peintre. Peut-être laisser la parole aux amis de Samivelle. J'avoue avoir essayé de faire de l'aquarelle, mais quand je vois les aquarelles de Samivelle, ça me dégoûte complètement. J'ai jamais réussi à comprendre comment il arrivait à faire des grands dégradés immenses, et même plusieurs dégradés sur la même page. Parce que moi, quand j'essaye, ça donne une catastrophe. Il avait une technique très particulière, M. Samivelle. Il peignait avec, il soufflait, il avait une pipette, il y avait un petit réservoir d'aquarelle avec de la couleur, et il soufflait sur la feuille qui était déjà très mouillée. Donc ça permettait que la couleur se diffuse très régulièrement, et ça donne ces effets de brume absolument extraordinaires et si difficiles à réaliser quand on est sur le motif. Absolument, absolument. Il s'est beaucoup inspiré, il a beaucoup étudié les estampes chinoises et les choses comme ça. Moi, je voulais profiter de la présence des amis de Samivelle pour vous faire une demande. Je suis persuadée que cette affiche du second salon a été faite par Samivelle, parce qu'il n'était pas quelqu'un qui faisait ceci au dernier moment. Donc, si un jour, dans vos trésors, vous trouvez un original avec une montagne, un livre, eh bien, vous penserez à nous. Merci. Voilà, c'était vraiment un artiste complet, hein, puisqu'il pouvait passer donc, du dessin à la bande dessinée, au roman, au poème, et tout ça avec un message de paix. Et c'est, je pense, extrêmement rare hein, de voir finalement une œuvre qui porte à l'espérance, hein, on peut dire comme ça, à travers la modification des comportements que l'on peut avoir dans la vie quotidienne. Je pense quand même que ce sont ces aquarelles particulièrement esthétiques. D'ailleurs, on les reconnaît tout de suite. Et c'est un style qui marque, on peut dire un style samivellien. Je ne sais pas si les amis de Samivelle emploient cet adjectif. Oui, bon, alors on peut dire que c'est le style samivellien, magnifique. Tout à fait, on fait souvent appel à nous pour des expertises, pour essayer de savoir si une aquarelle donnée est un véritable Samivelle ou pas. J'avoue qu'on arrive à quand même à déterminer avec pas mal de certitude, même s'il n'y a pas de signature, on arrive à savoir si c'est lui ou non qui l'a fait. Je ne me souviens plus si on a parlé des films réalisés par Samivelle, et ils sont aussi très intéressants, très poétiques. Il a filmé donc l'Islande, la Grèce, l'Égypte, la Provence. Il y a eu des livres qui ont été édités en parallèle à ces films. Malheureusement, aujourd'hui, c'est excessivement rare de pouvoir voir ces films. En tout cas, il reste comme le maître de l'épure, et c'est peut-être ce qui est un peu difficile dans un mode d'expression artistique, c'est justement de ne pas en faire trop, que ce soit dans le domaine de l'illustration, de la peinture, ou que ce soit dans le domaine de la littérature. Je veux dire, il est toujours mieux d'avoir un style débarrassé de tout ce qui peut être inutile. Et certains disent qu'il faut même dégraisser, je veux dire, ce que l'on parle ou ce que l'on écrit. Je veux dire, c'est aussi une tendance que l'on a dans la bande dessinée, de justement faire un effort de simplicité. Peut-être qu'il y a des contraintes tarifaires qui font que cet effort de simplicité s'impose. Peut-être que c'est ça aussi, parfois. Le roman graphique aussi qui offre des formats différents, des types de dessins différents. Après, je dirais que il est bien parfois d'avoir, c'est comme dans la vie, il y a des gens qui parlent beaucoup, d'autres qui sont un peu plus taiseux, il y a des gens plus contemplatifs, d'avoir aussi une palette de propositions. Quand on est plus jeune, peut-être qu'on dessine justement, on en fait beaucoup, généralement, on dessine plus dans le détail et dans le dessin très construit. Avec le temps, petit à petit, on apprécie le pur. Je sais pas, un dessin très complexe, c'est pas évident non plus on a nos cheminements, pas évident à réaliser. Moi, je pense que ces montagnes sont très très épurées, mais ces personnages sont très très dessinés. Il y a plein de petits détails. On voit les piolets, on voit les cordes qui sont cassées, qui s'en mêlent.
On voit le bonnet, on voit le sac qui pend derrière. C'est très très recherché, c'est vraiment de la caricature. C'est très sympa d'ailleurs, c'est pour ça que ça plaît énormément aux enfants aussi, parce qu'on se reconnaît dans ces petits personnages. Il y a peut-être un paradoxe dans son dessin, quelquefois, sur certaines images. C'est pour ça que c'est un peu particulier. Il y a à la fois un aspect caricatural et un aspect vraiment contemplatif et assez fort. Le mélange des deux est un peu étonnant et ça nivelle vraiment. Les dessins en noir et blanc sont beaucoup plus incisifs et les dessins en couleur sont beaucoup plus poétiques. Voilà, comme je vois là, monsieur me montre des dessins, on voit des guerriers au Moyen-Âge qui sont en montagne. Enfin, Ils partent, c'est un dessin qui était destiné à voir un ours. Ici, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, ils vont à la chasse à l'ours. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et comme dit Madame Labasse, ben, il y a plein de petits détails. Donc ça, c'est une aquarelle avec le bestiaire des Alpes. Il y a une petite perdrix des neiges, la marmotte, l'hermine, un petit chameau, ou un bouquetin, je suis à l'envers. Un chameau. Genre d'aquarelle de Samivelle ou d'encre de Chine de Samivelle. Et on voit sur les bords, il a nettoyé sa plume de l'encre de Chine qui s'accumulait dessus. Je pense que grâce justement à la perfection de ses dessins et au luxe du détail auquel il s'attachait, il a appris à ses lecteurs à regarder autour d'eux et à regarder la nature. Et cela à une époque où ce n'était pas forcément la tendance première, parce qu'on vivait dans une société de consommation où on avait quand même l'impression que tout coulait de source et que l'on pouvait tout se permettre. Or, je pense que à travers ses dessins, à travers ses messages, il nous a appris à respecter finalement l'héritage naturel dont on était doté et qu'il était convenable de pouvoir préserver. Samivelle, c'est la notion de pureté. Dans les montagnes, en fait, il y a l'espace vierge. Il avait un état de grâce, il admirait la pureté des montagnes. Et on retrouve ça dans ses aquarelles, la pureté du dessin. Ce qui lui permettait de dénoncer l'impureté des tentations que pouvaient avoir ceux qui avaient envisagé de dénaturer, de défigurer la montagne, comme on le voit dans son roman Feu d'Alenberg. C'était sous couvert de couleurs pastel et de douceur et de perfection dans le comportement ou dans les actions qu'il donnait aux animaux, aux marmottes, aux bouquetins. Eh bien, il y avait derrière tout cela, si vous voulez, une certaine forme de message visant à préserver justement cet ordre naturel des choses. Je peux qu'adhérer à toutes ces considérations. Bon, il n'avait pas prévu le réchauffement climatique, c'est ça qu'on peut dire quand même. Donc peut-être que ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'il aurait abordé le sujet, parce qu'il était toujours dans l'actualité. Donc il aurait certainement abordé ce sujet qui va être le grand sujet de la montagne pour aujourd'hui. Il n'avait pas prévu le réchauffement climatique, mais il avait une phrase dont je ne me souviens plus. Peut-être que Claude a meilleure mémoire que moi, comme quoi l'homme était en train de détruire la nature par ses excès. Ça te dit quelque chose, Claude? Sur le sens, c'est bien ça. Après, sur le terme exact, je ne me souviens plus. Il était de tous les combats, effectivement. On pouvait toujours faire appel à lui pour défendre des causes par rapport à la nature et aux animaux et à ces choses-là. Il était toujours facilement en colère. Après, c'est une question, je pense, qui se posait à cette table ronde, c'est est-ce qu'il a eu une influence sur les dessinateurs d'aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Je sais les influences que lui a subies, parce que
En fait, il s'est lancé dans le dessin à cause d'un livre qui lui a été offert par sa tante quand il était jeune. C'était Les aventures de Monsieur Pickwick. Et c'est de ce livre qu'il a tiré d'ailleurs le mot Samivelle, puisque Sam Weller était le serviteur de Monsieur Pickwick. Et donc il a tiré son pseudonyme de ce livre-là. Et ce livre était illustré par Cécile Aldine, qui est un illustrateur magnifique. Et c'est ça qui a donné envie à Samivelle déjà de se lancer dans le dessin et dans l'illustration. Après, il y a eu d'autres influences, effectivement. On a parlé tout à l'heure de Hansi, cet homme d'Alsace qui était vraiment l'oncle Hansi, qui était un dessinateur formidable, qui lui aussi faisait toutes sortes de dessins, de cartes postales, d'enseignes, de magasins. Enfin, il était lui aussi, il travaillait dans tous les sens. C'est qu'il y avait encore, il y avait Topfer, bien sûr, on en a parlé, William Hayes Robinson, qui est un dessinateur anglais absolument merveilleux aussi, qui a beaucoup d'humour et qui faisait beaucoup de dessins en noir et blanc. Il y a Jean Baudelaire, également inconnu, Benjamin Rabier, bien sûr aussi, Christophe, avec la famille Fenouillard, et puis le sapeur Camembert. Je ne sais pas, les plus anciens connaissent peut-être Christophe, qui est un dessinateur français assez merveilleux aussi. Granville, bien sûr, aussi, et tous les illustrateurs qu'il y avait dans la revue qui s'appelait Le Rire, notamment Marcel Capy. Et tous ces gens-là ont influencé Samivelle. Après, sur aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Je sais que je connais juste deux filiations, peut-être Mantis, qui est un grand illustrateur, un aquarelliste assez merveilleux d'aujourd'hui, qui dessine la montagne d'une façon assez magique. Et Causé, ce dessinateur suisse que tu connais peut-être, et qui lui aussi arrive à représenter la montagne et à parler de la montagne avec un certain bonheur, quoi. Après, je ne sais pas, je ne connais pas assez tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de dessin pour pouvoir en parler. Parmi ces influences, vous avez cité Christophe et Jean Brulaire. Christophe, qui était professeur de Cannes, je crois, à Paris, est resté célèbre dans l'histoire pour cette formule, à savoir que quand les bornes étaient franchies, il n'y avait plus de limites. Et puis Jean Brulaire, il est resté alors ancré dans les mémoires sous le pseudonyme de Vercors, pour le silence de la mer. Mais Samivelle était très attaché au Valmontjoie, et quand il y a 30 ans, 32 ans, quand tu l'as contacté, Joël, est-ce que tu as pu le rencontrer dans son intimité contaminarde? En fin de compte, Samivelle vivait à Vence, et moi j'étais passée très brièvement le rencontrer. Et ce qui m'avait étonné, c'est qu'en fin de compte, il était précurseur déjà dans sa façon de vivre, et surtout dans sa façon de manger et de boire, parce qu'en fin de compte, il ne mangeait que bio, que des produits bio. Et il y a 35 ans en arrière, trouver de la nourriture bio et du vin bio, c'était pas spécialement facile. Et quand il est venu donc au salon de Bastille, j'ai rencontré un cuisinier qui avait accepté de me faire donc des plats bio pour Samivelle. On avait trouvé du vin bio pour Samivelle. Alors actuellement, le vin bio, ça se trouve facilement, mais il y a 30 ans en arrière, c'était un peu plus difficile. Et ça, vous connaissez bien ce côté. Mais c'était un monsieur qui aimait bien manger, bien boire, qui était absolument adorable. Enfin, passer un repas avec Samivelle, c'était vraiment un très grand moment. Oui, il y a des cadeaux de la vie qui sont justement ces rencontres et ces échanges qu'on peut avoir avec des êtres d'exception, enfin en tout cas des gens qui établissent une œuvre à laquelle on peut se référer. Dans l'intimité, il était effectivement très contrasté entre cette douceur telle qu'elle apparaît dans ses œuvres et puis des possibles colères face aux excès de la société nouvelle. Il y a Jacques Michel tu l'as connu, tu peux témoigner, tu te souviens de ce qu'il pouvait apporter dans les rencontres que vous pouvez avoir avec lui? C'est bien? Ok, bien.
Voilà, Jacques Michel est éditeur à Chamonix et il a longtemps travaillé avec Samy Vell pour justement diffuser son œuvre, parce qu'une œuvre n'est rien si elle n'est pas diffusée. Il y a toujours une chaîne à la fois économique et amicale qui se crée justement pour pouvoir justement montrer au plus large public tout ce qu'un créateur peut transmettre. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu avec Samy Vell, puisque je suis allé le voir à Saint-Paul-de-Vence, on est resté jusqu'à 2 h du matin. Mais en fait, on a discuté plus des ovnis, parce qu'il était complètement subjugué par les ovnis. Il en a vu, se disons. Donc on était dans son parc, enfin de sa terrasse, et on a parlé beaucoup de cette histoire. En même temps, il supportait pas, il était assez dur dans ses... Je disais, il est très gentil, on s'est très bien entendu, je l'avais vu à Mégève, il était capable de... Ah oui, j'étais plus que carré, hein. Je vous le dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Par contre, il y a une chose qui est assez marrante, étonnante, c'est que quand il en avait un peu marre, qu'on lui parle en tant que dessinateur et aquarelliste. Hein? Pour lui, c'était quelque chose qu'il faisait pour se faire plaisir, hyper doué, mais arrêtez de me parler de mes aquarelles. J'ai jamais su dessiner et j'ai jamais su faire une aquarelle. Je lui avais dit à ce moment-là, bon, ça me fait plaisir parce que moi non plus, j'ai jamais su. Alors il avait une autre chose dans les trucs marrants, c'est qu'il m'écrivait, parce que j'ai lu toutes les originaux entre les mains de toutes les affiches, c'est qu'il me téléphonait, donc on faisait des épreuves de photogravure à l'époque, puisque maintenant ça a trop changé, je lui envoyais les épreuves à Saint-Paul-de-Vence, et là, il me disait au téléphone, c'est bien, bravo, c'est très très bien, c'est très bien. Sauf, alors moi j'avais les originaux et j'avais les preuves, lui n'avait plus les originaux, puisque je les avais. Si tu regardes bien, en bas, à gauche, la petite feuille qui tombe dans la neige, elle est un peu jaunâtre. C'était toujours en nâtre, ou c'était grisâtre, ou c'était bleuâtre, ou c'était... Et alors tout ça, il me l'écrivait sur une lettre, recto verso, sauf que son gros truc, c'est que sa machine à écrire, le haut découpait le papier. Donc quand vous la lisez en recto, à la limite, mais comme c'était redécoupé encore de l'autre côté, puisqu'il tournait le papier, c'était vraiment du déchiffrage. Pardon? Vous pourriez expliquer, parce que la reproduction de l'aquarelle, c'est quelque chose d'assez délicat en fait. Très délicat, très délicat. Entre deux, si on avait compté le temps passé simplement sur l'affiche du parc de la Vanoise, quand elle a été, le parc de la Vanoise était imprimé quand même 10 000 exemplaires par an. Ça représente quand même une distribution, le format 50-70. Donc ça représente quand même, ça plaisait au public. Et la difficulté qu'il y avait, c'est qu'il était, je dirais vulgairement, un peu chiant quand même, quand il le voulait. Donc tout était bien, mais sauf, fallait refaire, fallait reprendre. Dans certains cas, oui, je crois que le parc de la Vanoise, le dernier, il était présent. On a commencé le matin à 7 h, à midi, corrigé sans arrêt, avec les chromistes. Eh bien, à midi, non, je peux pas donner un bon à tirer là-dessus. Non, c'est pas bon, c'est pas... Alors, comme il avait bien mangé à midi, parce qu'on l'avait emmené, c'était à Lyon, on l'avait emmené manger dans un bon restaurant. Il y avait le directeur du parc de la Vanoise de l'époque, M. Bardel, je crois. Et on avait bien mangé. Et je trouve que quand on est revenu vers les 3 h de l'après-midi chez le chromiste, bah c'était non, mais c'est bon, allez-y. Voilà. Il était effectivement extrêmement rigoureux sur les rapports avec les imprimeurs, les producteurs.
Et c'est normal pour un dessinateur de veiller. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était chiant. Oui, absolument, absolument. Il était chiant, mais il faut l'être, hein, parce qu'on voit que depuis qu'il a disparu, par exemple, la Mufra a fait des rééditions de ses cartes postales qui étaient absolument désastreuses au niveau des couleurs. Je suis entièrement d'accord, mais là, je suis plus rien. Je suis d'accord, je n'ai pas accusé. On vient de reprendre là, maintenant avec Mesdames Gaillet la réédition des cartes postales. Bon, je crois que j'ai vécu avec Samivelle, donc je peux pas faire les bêtises, c'est interdit. Pour moi, c'est interdit. On peut pas faire n'importe quoi. Si on veut respecter le personnage, sa technique, même s'il disait qu'il ne savait pas dessiner, bon, voilà. Non, c'est impossible. Non, j'ai vraiment passé de très bons moments. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a réédité, et je me disais, donc, dans les années 1970, je parle d'un temps que les moins de 20 ans, bon bref. Et donc j'ai eu ces cartes postales entre les mains, qu'on a pu faire, tout à fait au début. Et puis, 40 ans, je ne sais plus combien, oui, se sont écoulés. Et il se trouve qu'il y a 15 jours, eh ben, on avait les cartes postales qu'on avait faites, qu'on coupait. Et je disais, c'est fou. Ça m'a filé un coup, parce que c'était un samedi après-midi, il fallait tout pour que ça soit fini. C'est fou. 40 ans sont écoulés, je fais toujours la même chose. Non, ben non. Non. C'est intemporel. C'est intemporel et universel. Mais c'est intemporel. On a fait les jardins, je vois qu'il y a Madame Mermoux, on a fait les jardins de Saint-Mivelle au Contamine. C'est aussi oui, un coup de chapeau qu'on donne aux créateurs. Voilà. Alors, je voudrais poser la question à Pierre-Emmanuel de savoir si on peut être un grand peintre sans savoir dessiner, parce que beaucoup d'artistes disent que finalement ils ne savent pas dessiner, mais c'est de la modestie ou c'est de la... Non, mais il est difficile d'être satisfait de ce qu'on fait. En tout cas, moi, c'est une façon que j'ai d'avancer. Je ne me reconnais pas, même dans mes premiers albums BD, les derniers sont toujours mieux, c'est vrai de toute façon. On peut être un grand peintre sans savoir dessiner, oui, bien sûr. En fait, dans le dessin, il y a le sens de la couleur, il y a le sens du trait, il y a la maîtrise de l'œil, la maîtrise de la main. On peut laisser de côté certains aspects. On peut être un grand coloriste et faire des choses merveilleuses. Il y a un élément important aussi dans l'œuvre de Samivelle, c'est l'aspect spirituel de son œuvre. Il a écrit un livre sur les monastères de montagne. Hein? C'était un élément qui était important pour lui, justement, de donner une dimension supplémentaire à son œuvre pour essayer peut-être de rechercher à travers la méditation et la contemplation la signification du monde. Oui, comment s'appelle, Pierre, ce livre qu'il a fait, la somme importante qu'il a faite sur le sens de la montagne, le sens des hauteurs, c'est... Oui. Homme, cimes et dieux, c'est ça. Homme, cimes et dieux, voilà, un livre avec très bien illustré aussi, et qui montre que finalement il y a toujours un moyen d'aller au-delà de la réalité, mais de toujours trouver une explication à l'ordre des choses. Mais je vois que l'heure tourne, et je pense que vous auriez peut-être des questions à poser à nos invités. Oui, une question. Sur la technique du Samivelle, est-ce qu'il y en a des dessinatrices, dessinateurs qui ont essayé, sur la stèle, qui je pense que c'est un aérographe, de reproduire ce genre de technique? Faire des aplats sur un grand format, des aplats blanc parfait, ça implique un papier de grande qualité, des brosses extrêmement douces, l'aquarelle, quelques adjuvants, de la gomme arabique, mouiller le papier bien avant, c'est particulier, c'est difficile de faire disparaître les traits de pinceau. Que le papier soit scellé afin qu'il ne gondole pas et que ça ne soit pas des flaques sur le dessin. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai.
On peut... Enfin, dans son travail, effectivement, il n'y a pas de coup de pinceau. On peut composer avec, on peut chercher ces coups de pinceau, on peut vouloir les éliminer. Je pense que projeter de la peinture avec une technique d'aérographe, effectivement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Il y a une part d'immaîtrisé dans l'aquarelle. Là, c'est pas le cas. Là, on sait ce qu'on fait. Et c'est assez différent. Moi, je ne travaille pas de cette façon-là. Enfin, je parle de moi, mais parce que difficile de parler de sa nouvelle. Je fais juste un petit parallèle. Je pense que la qualité des matériaux est vraiment très importante. Bon, il y a une technique un peu particulière qui a été reprise, quand j'ai commencé aux Arts Déco, on travaillait aussi un petit peu à l'aquarelle. Maintenant, il y a le numérique, hein, beaucoup de dessinateurs travaillent en numérique pour tous cette douceur qu'on peut retrouver, hein, ce lien entre les petites phases, les pages colorées. En fait, on peut dire aussi qu'il choisissait les pigments, certainement, parce qu'il y a des couleurs d'aquarelle qui ne sont pas transparentes. Et lui, il a vraiment utilisé les couleurs les plus transparentes, les bleus très très transparents, alors qu'il y a des couleurs à l'aquarelle qui sont complètement opaques. Oui, il y a des fabricants qui proposent des couleurs très 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 opaques, effectivement. J'ai commandé aussi, par exemple, du lapis lazuli venant des États-Unis, utilisé à l'aquarelle. On a des ciels particuliers, mais on a nos petites recettes et il avait les siennes, hein, c'est sûr. Et toi, Michel, comment tu dessines? Est-ce que Quand on produit dans les aquarelles, il y a toujours des défauts, des imperfections. Mais c'est impeccable, quoi. C'est vrai que la perfection n'existe pas, sauf peut-être dans l'œuvre de Salivel. Voilà. Donc, je voudrais vraiment, si vous n'avez pas de questions à poser, remercier nos amis, mais leur demander un petit mot de conclusion et un message qu'ils voudraient faire passer à la postérité pour justement permettre à l'œuvre de Salivel de traverser encore de nombreux siècles. Corinne. Moi, je suis très, très heureuse de rendre hommage à cette nouvelle, parce que j'ai été dessinateur de presse et illustrateur pour l'édition pendant longtemps. Et je sais que c'est un métier pas toujours facile. Et j'aime beaucoup son humour. Il n'est jamais vulgaire. Ses personnages sont toujours sympathiques, chaleureux. Et je m'en suis souvent inspirée, je dois dire, cette technique. J'aime beaucoup. Et d'autre part, je fais aussi de l'aquarelle, donc j'aime beaucoup aussi ces aquarelles. Michel, un message Ouais, qu'on fasse connaître davantage Salivel, en fait, le remettre au goût du jour. Il apporte beaucoup dans l'écologie, des dessins impeccables, quoi. Si on l'avait écouté plus tôt, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on vivrait dans un monde un peu plus pur, on vivrait dans une montagne à l'état pur, pour reprendre certaines formules célèbres. Jacques, Michel. Moi, simplement un souvenir, c'est je me revois quand même avec lui à Saint-Paul-de-Vence sur la terrasse. Et même en parlant, je revois exactement l'église où il a vu les ovnis. Et on ne peut pas oublier. Voilà, c'est tout. Non, il n'a pas dessiné. Non, il n'a pas dessiné, mais ça a duré jusqu'à 2h du matin. Mais j'avais rendez-vous à Grenoble le lendemain matin. À Saint-Paul-de-Vence, il n'a pas dessiné une colombe d'or? Non. Mais c'est peut-être là où tu l'invitais à déjeuner. C'est peut-être là où tu l'invitais à déjeuner, à la colombe d'or, à Saint-Paul-de-Vence. Non, je l'ai invité à Lyon. À Lyon, oui, mais tu aurais pu. Voilà, que de bonnes adresses. Pierre-Emmanuel. Ne pas oublier la part de romantisme qu'il a dans ses peintures. Et de sensibilité. Moi, je voudrais rappeler que ça le mettait un peu en colère quand on le catégorise seulement comme un aquarelliste de montagne et qui regrettait qu'on ne fasse pas, qu'on ne tienne pas compte de tout ce qu'il faisait à part ça. Il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des chansons, il a fait un opéra, il a fait vraiment un nombre de choses incroyables. Avec les amis de Salivel, on a essayé de recenser tout ce qu'il a fait, toutes ses œuvres. C'est 96 pages et on en découvre encore
je dirais, tous les mois, on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas encore, qui a été édité. Il a travaillé toute sa vie d'une façon incroyable. Il a produit, toujours des choses de qualité. Donc je vous invite évidemment à aller voir le stand des Amis de Saint-Mivelle, où vous retrouverez beaucoup de choses qu'il a faites. Et si vous ne connaissez pas, vous pourrez prendre connaissance de l'œuvre. Voilà, c'est pour ça qu'il était bien de rendre hommage à cet artiste global, très inspiré, et qui vraiment a été à l'origine d'une œuvre remarquable. Pierre Hollande. Alors, je voudrais signaler une toute petite erreur dans le diaporama. Vous avez dû voir des singes. Le dessin des singes était destiné à l'île Bleue. C'est un livre qui n'a jamais été édité. Ben, et voilà les singes. Vous remarquerez qu'ils sont debout sur leur queue. En fait, le dessin est à l'envers. Bon, c'est un détail. Donc, je vous ai fait passer des livres. On a d'autres livres de Saint-Mivelle sur le stand, il y en a pas mal. Vous pouvez venir les consulter, il n'y a pas de problème. Et enfin, je vous invite à rejoindre l'association. On cherche des adhérents, on cherche des gens qui écrivent, on publie une lettre tous les 6 mois. On cherche des gens qui ont connu Saint-Mivelle et qui seraient prêts à nous écrire 1, 2, 24 pages. Puisqu'une lettre fait 24 pages. La cotisation n'est pas chère, elle ne coûte que 32 € par an. Merci beaucoup. Voilà, la cotisation à l'association Montagne en Page, c'est 10 €, donc, mais il vaut mieux effectivement encourager les jeunes talents. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je remercie Joël Chapaz d'avoir invité Saint-Mivelle il y a 32 ans lors du premier salon. Et puis je voudrais aussi associer à cette table ronde Guylaine Nové-Josserand qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui est très active pour la promotion de l'œuvre de Saint-Mivelle et qui est à l'origine de l'exposition qui a lieu actuellement au Contamine Montjoie. Je vous invite donc à rejoindre le salon, à rejoindre le stand des Amis de Saint-Mivelle, et puis à rejoindre nos amis dessinateurs, Michel Saint-Illan et puis Pierre-Emmanuel Dequest, qui vont tout à l'heure aller à la rencontre des jeunes du FJEP de Passy pour les sensibiliser aux belles choses et aux belles illustrations de livres de montagne et leur donner à la fois du rêve et du bonheur. Voilà, merci. Je voudrais récupérer mes livres, s'il vous plaît. Merci.